go down. Salut les terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre Panthéon avec Yann Moix et Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, débat national et référendum. Faut-il vraiment donner la parole au peuple? Avec Daniel Simonet, Jean-Louis Debray, Bruno Bonnel et François Boulot. Alors Daniel Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du parti de gauche, conseillère de Paris pour la France Insoumise. Bienvenue parmi nous. Jean-Louis Debray, vous êtes ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Ancien tout. Ancien président du Conseil constitutionnel. Je vous remercie d'être là parce que compte tenu du débat de ce soir, j'avais besoin d'une autorité, quelqu'un qui... Voilà. Ça commence bien. Bienvenue parmi nous. Bruno Bonnel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la République En Marche du Rhône, bienvenue parmi nous. Je vous adore, je vais vous dire. Je vous vois à la télé parce que je regarde beaucoup les chaînes d'infos. Et quel est votre secret, Bruno Bonnel? Vous êtes toujours souriant? Simplement parce que j'ai des raisons de l'être. Tout non, va bien. Ah non, mais vous êtes Ça va vraiment pas incroyable. durer, là. Mais ce gars-là est toujours souriant. Il sourit jaune, hein. Ah, ouais. Et François Boulot, bonsoir. Vous êtes donc avocat, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Bienvenue parmi nous. Mais avant de commencer, bien sûr, l'édito de Blacko, Serge. En France, c'est le peuple qui décide de tout. C'est même écrit dans la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui dispose de deux moyens pour l'exercer, soit élire des représentants qui décideront à sa place, soit s'exprimer directement par référendum. Alors, puisque le peuple est souverain, pourquoi a-t-il dû descendre dans la rue pour se faire entendre? Le problème, c'est que les élections sont devenues un piège à cons. La preuve, en 2005, les Français ont dit non par référendum à l'Europe libérale. Pourtant, 3 ans plus tard, les représentants du peuple se sont réunis à Versailles pour approuver tout ce que le peuple avait refusé. Pas étonnant qu'en 2017, la majorité des Français se soient abstenus aux législatives. Record atteint par l'abstention, regardez, 51,3%. C'est tout simplement du jamais vu sous la Ve République. À quoi bon désigner des représentants s'ils ne sont pas représentatifs? Au premier tour de la présidentielle, 40% des Français ont voté Le Pen ou Mélenchon. Or, le Rassemblement national et les Insoumis ne représentent que 4% de l'ensemble des députés. On comprend que les leaders populistes soient les premiers à soutenir les Gilets jaunes. Cela dit, ils ne sont pas les seuls à vouloir rendre la parole au peuple. 80% des Français souhaitent en effet l'instauration du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Grâce au RIC, une pétition soutenue par 1 ou 2% des électeurs serait obligatoirement soumise à un référendum. Par exemple, les 3/4 des Français veulent le retour de l'ISF. Si on organisait un RIC sur la question, Macron serait obligé de taxer les riches. Le RIC permettrait aussi de supprimer des lois. Par exemple, en 2013, une pétition contre le mariage gay réunit 700 000 signatures. Il faudrait donc organiser un référendum sur le sujet. Le RIC permettrait même de modifier la Constitution. Cela permettrait donc de consulter le peuple sur le rétablissement de la peine de mort. Enfin, ultime possibilité offerte par le RIC, il permettrait au peuple de révoquer un élu qui l'a déçu. On pourrait donc imaginer un référendum pour savoir si le président doit rester à l'Élysée. Du coup, on comprend que Macron hésite avant de donner la parole au peuple. Et voilà, c'était l'édito de Blacko. Bravo. Mise en image de Julien Grappe. Donc, le grand débat commence mardi. Alors, débat ou déballage, on verra. Mais ça commence mal parce que le premier débat, c'est sur le salaire de l'animatrice, donc Chantal Joanneau, qui gagnait 14 700 € par mois. À ce moment-là, tout le monde a découvert les salaires de la haute fonction publique.
Ça vous a choqué, Daniel? Bah oui, parce que c'est très choquant. Surtout qu'on a un mouvement des Gilets jaunes qui porte justement la question de la justice sociale, de la justice fiscale et la question démocratique à travers les référendums d'initiative citoyenne. Et alors, ce grand débat qui, quand même, se présente comme un grand enfumage, était censé être sous le pilotage de celle qui gagnait une somme aussi considérable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a décidé de démissionner de la fonction de l'animation, du pilotage du débat. Mais elle n'a pas dit qu'elle renonçait au salaire. C'est quand même assez inouï. Ouais. Ça vous a choqué, vous, 14 700 € par mois pour animer le grand débat? Oui, bien sûr, mais je crois surtout que ce grand débat national, personne n'y croit aujourd'hui. Moi, je n'ai rencontré aucun gilet jaune qui m'ait dit « Oh, écoute François, tu as vu le grand débat national, tu vas voir, c'est avec ça on va pouvoir changer le pays ». Je crois que tout le monde a bien compris que ce grand débat, c'est effectivement un enfumage de plus du pouvoir exécutif qui tente d'anesthésier en réalité l'opinion publique. Mais on sait d'ores et déjà que ce débat ne servira à rien puisque plusieurs membres du gouvernement, y compris son porte-parole, a indiqué que rien de ce qui a été fait depuis 18 mois ne sera détricoté. Oui, et puis le grand débat, il a lieu depuis le 17 novembre, tous les jours. Sur tous les ronds-points. Partout, sur tous les ronds-points, sur toutes les chaînes d'infos, sur toutes les chaînes de télé. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Bon, enfin, ça vous a pas choqué, vous, qu'elle gagne 14 000 balles par mois, Chantal Joanneau? Ça m'a scandalisé. Ah, ben voilà. Ben Ça là, m'a vous... scandalisé. Ah, ben voilà. Quand on veut faire un débat, je crois beaucoup à la nécessité de s'exprimer. Et qu'on est dans une période où, au niveau des municipalités, on doit permettre à celles et ceux qui veulent s'exprimer, qui peuvent s'exprimer, de le faire. Mais vous ne pouvez pas piper un débat en faisant organiser ce débat par quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Ouais. Et lorsqu'on perçoit 14 000 € par mois, on n'est pas à même d'écouter celles et ceux qui sont au contact de la population. C'est exactement ce qui se passe au niveau du sommet de l'État. Quand vous n'avez jamais été engueulé sur les marchés, quand vous n'avez jamais fait les rues, quand vous n'avez jamais été au contact de la population, comment pouvez-vous comprendre, entendre les gens qui souffrent? Donc finalement, le nouveau monde est pas mieux que l'ancien monde. Je ne sais pas ce que ce sont les formules, tout ça. Il y a eu un dégagisme, très bien. Mais le dégagisme, c'était la responsabilité des anciens politiques. Et j'en fais partie, mais j'ai dégagé avant et de moi-même. Il était temps. Il était temps. Mais vous dégagez jamais. Ça viendra. Quand on me cherche, on me trouve. Ça viendra. Il y a un truc, Jean-Louis. C'est vrai qu'on dit toujours, non, mais attends, ils gagnent du blé, ils gagnent 14 000, 15 000 €, mais ils ont quand même fait l'ENA, ils ont fait tout ça. Non, Chantal Joanneau, elle n'a pas fait tout ça. Hein. C'est pas question de faire l'ENA, c'est qu'il y a un certain nombre de fonctions, notamment les hautes autorités indépendantes, et il y a des gens de toute tendance qui gagnent des rémunérations qui ne sont pas acceptables. Ouais. Bon, voilà, c'est tout. Mais ce que je trouve extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on n'ait pas vu ça avant. Ouais. C'est ça le problème. Ça montre bien que le pouvoir, il est déphasé. Ah, Bonnel. Ah, mais ça tombe bien, c'est à vous. Non, mais franchement, bon. Non, mais Chantal Joanneau qui démissionne, ça fait désordre. Non, mais attendez, il n'y a pas la prime d'intelligence aux gars qui gagnent le SMIC et les autres sont tous des débiles. D'accord. On va revenir quand même sur des choses sérieuses. Oui, je suis d'accord avec Jean-Louis Debré. C'est absolument une erreur fondamentale d'avoir confié cette responsabilité de débat à quelqu'un qui ne correspondait pas à des critères d'écoute de la nation. On est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que la solution, ça serait plutôt une commission. Ouais. Arrêtez de penser qu'il y a comme ça un mouton à 5 pattes qui est d'accord pour pas un rond de faire que je vais me mobiliser pendant 6 mois dans un sujet où il va se faire cartonner de partout au passage. Hein, moi, je veux pas la place, par exemple. Bon, sur les gilets jaunes, show must go jaune. Il faut continuer. C'est un truc, il faut que ça bouge, il faut qu'on y aille. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on se pose autour d'une table et qu'on parle. Donc arrêtons de dire on veut donner le pouvoir au peuple, mais attention, c'est de l'enfumage, il n'y a pas de débat, on s'en fout. Non mais attendez, peut-être. Le bout de la route, c'est qu'on ne peut pas juste être dans le spectacle revendicatif sans rentrer dans le débat. À un moment donné, le combat, il s'arrête dans n'importe quel type de guerre, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale ou qu'elle soit sociétale. Alors maintenant, quant à Chantal Joanneau, je regrette sincèrement parce que c'est quand même aussi quelqu'un qui a une valeur et elle prend dans la figure quelque chose qui est très dur. Bon, tournons la page, trouvons quelqu'un d'autre et avançons. Non, mais le problème n'est pas de savoir si on trouve quelqu'un. Est-ce qu'on est là uniquement pour faire causer les gens ou est-ce qu'on est là pour essayer de trouver, pour d'abord faire un diagnostic
Car il y a un diagnostic à faire. Dans le mouvement des Gilets jaunes, dans le mouvement des revendications, il y a tout et son contraire. Faisons un diagnostic. Oui, je voudrais simplement éclairer François. M. Debré sur Éclairez-moi. sur la question des revendications, parce que vous dites qu'elles sont hétérogènes. En réalité, elles sont très homogènes. Elles sont de deux ordres. La première revendication, elle est d'ordre institutionnel. C'est la fameuse volonté du peuple de pouvoir intervenir directement dans la démocratie via le référendum d'initiative citoyenne. Mais ensuite, sur le fond, il y a en réalité la volonté des gens que désormais la politique serve les intérêts de 99% de la population et non plus des 1% les plus riches. Lorsque vous avez ce fil conducteur-là, vous comprenez l'ensemble des revendications catégorielles qui circulent sur les cahiers de doléances des Gilets jaunes, c'est-à-dire les augmentations de salaire, la revalorisation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé, la réindexation des retraites et des allocations familiales sur l'indice des prix. Et pour financer tout cela, ce que les gens réclament, c'est que soient remis en cause tous les dispositifs fiscaux qui ont été adoptés au début du quinquennat Macron au bénéfice des 1% les plus riches, c'est-à-dire très concrètement la réforme de l'ISF, l'exit tax, la flat tax et le CICE. L'ensemble de ces aides aux entreprises en général, c'est 20 milliards en 2018, 30 milliards en 2019. Et puis, on pourrait ajouter, excusez-moi François, mais la fraude fiscale. Tout à fait. 80 milliards d'euros. C'est quand même dingue. Il y a 80 millions d'euros. La fraude fiscale, 80 milliards d'euros. La fraude patronale aux cotisations sociales, c'est entre 20 et 40 milliards d'euros. Alors, il y en a. faut-il vraiment donner la parole au peuple? Alors, la démocratie représentative, telle qu'elle existe aujourd'hui, les Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Et après, on leur refout quand même le truc dans la gueule avec le traité de Lisbonne. Donc, on n'écoute pas le peuple. Et ensuite, ce que disait Blacko dans son édito, c'est-à-dire que 40% des électeurs sont représentés par 4% des députés. Donc, est-ce que c'est la démocratie, ça? On a plutôt le sentiment qu'on est dans un régime oligarchique, parce que finalement, vous avez quand même une collusion d'intérêts et un entre-soi entre ceux qui ont le contrôle du pouvoir politique, du pouvoir économique, y compris du pouvoir médiatique. Vous avez 90% des médias qui sont dans la propriété de 9 milliardaires. Résultat, les politiques qui sont conduites, Macron étant le plus grand symbole d'une monarchie présidentielle au service des lobbies, eh bien, c'est les politiques qu'on a décrites tout à l'heure. C'est-à-dire, allez, on commence par bien servir ceux qui vous ont fabriqué pour vous amener au pouvoir. C'est la suppression de l'ISF, c'est les 40 milliards du CICE. Et le peuple, là-dedans, eh bien, on lui fait les poches pour pouvoir faire finalement un casse du siècle. Ce que je voudrais vous dire, Daniel, c'est d'abord que moi, je travaille pour un milliardaire qui s'appelle Vincent Bolloré. Exactement. Mais jamais, j'ai eu la moindre pression de la direction de la chaîne sur ce que je dis. Vous pouvez regarder tout ce que je dis à la télé toutes les semaines. J'ai aucune pression. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la campagne présidentielle, M. Macron a bénéficié du même traitement avec l'ensemble des médias Je suis d'accord. que les autres candidats à l'élection présidentielle? Non. Non. On a bien vu toutes les Non. unes. D'abord, toutes les médias ne dépendent pas de l'État. Non, mais la majeure partie des gros médias, eh bien, ont fabriqué Qu'est-ce que c'est qu'un gros média le phénomène Macron. Et voilà. Donc, Alors pour vous, donc, la démocratie dite représentative n'est pas représentative. aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une crise démocratique de la Ve On est République qui François. devient une monarchie présidentielle et qu'il faut passer à la 6e. Arrêtez de dire monarchie, parce que les monarchies, ça fonctionne beaucoup mieux que la France. Regardez tous les pays d'Europe du Nord, du Benelux et d'Angleterre. Voilà, et voilà. François. Démocratie représentative. Non. Alors, si, il n'est pas question pour les Gilets jaunes de remettre en cause le principe de la démocratie représentative. Dans un pays de 65 millions d'habitants, on ne va pas gouverner le pays uniquement par référendum. Mais en revanche, il y a évidemment une grave crise de la représentativité, puisque les gens ont l'impression, à mon avis légitime, que depuis 40 ans, ils ont été trahis par leurs représentants de droite comme de gauche. Et c'est le signal, notamment l'un des signaux qu'il y a eu, avec une abstention de plus de 50% aux dernières élections législatives. Et je crois que la difficulté vient du carcan des traités de l'Union européenne, qui en réalité fixe une politique économique qu'on ne peut pas changer et qui nous condamne à des politiques d'austérité. Bruno, c'est vrai quand même que, l'idéal de ce pays aujourd'hui, ce qui est quand même très grave, l'idéal de ce pays aujourd'hui, c'est d'être dans les 3% imposés par Bruxelles. C'est vrai que c'est un peu léger quand même comme idéal pour un peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des époques où le peuple avait d'autres idéaux que de rentrer dans les 3% de Mme Merkel et de Bruxelles. On ne va pas tomber dans une caricature de simplification de ce qu'est le pays. La crise, elle est là depuis
des dizaines d'années, tout le monde s'accorde à le faire. Alors après qu'il y a un démouvement gilet jaune, parce que ça va quand même de la revendication légitime jusqu'à la délinquance totale. Hein. Ça va de... J'écoute les EDL de monsieur depuis tout à l'heure, je les entends à chaque émission, les 99% pour les 1%, l'ISF, le machin. Non, si, c'en est presque un slogan. Mais c'est pas très grave, vous êtes dans votre rôle de structuration d'un mouvement politique qui essaye d'exister, construit également par des médias, et logiquement... Et vous, dans votre rôle de défendre les 1%. Ah ben non, mais surtout dans mon rôle de défendre la politique du gouvernement, ce que je fais très bien, merci. Pour défendre les 1%, vous le faites très bien. Mais par contre, évidemment qu'il faut libérer... délivrer. Mais non, moi, et délivrer, ça me rappelle Nicolas Hulot, libérer et délivrer, hein, ça me rappelle ça. Il faut surtout aller vers l'idée que le référendum, pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord Jean-Louis, c'est l'arme de dissuasion démocratique. C'est le moment où on dit, si on actionne un référendum, c'est que véritablement, les institutions ne marchent plus, il y a un véritable blocage et il faut basculer. Parce que la question du référendum, c'est la question qu'on pose. Ça dépend de la question, par essence. C'est pour ça qu'il y a initiative citoyenne, parce que justement, tout l'enjeu, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire qui pose la question. Qui pose la question. Alors, ne transformons pas tout. Il y a le problème de consulter le peuple. Le peuple, il est consulté normalement à chaque élection. Oui. Et la chance de la Révolution française a fait que, pour voter, on va dans une urne et on est seul avec soi-même. Bien. Est-ce qu'il faut consulter le peuple en dehors de cela ? Pourquoi pas ? Mais ne transformons pas le pouvoir de la représentation nationale par le pouvoir de la foule. Et donc, ce que vous appelez l'oclocratie. C'est pas moi qui l'appelle, c'est les Grecs qui l'appelaient comme ça. C'est chez vous que je l'ai lu. Oui, merci beaucoup. Pour une fois que j'ai un terme savant, j'ai voulu faire du Macron. Alors, oui, on peut consulter le peuple, mais dans quelles conditions ? Et que ça ne aboutisse pas à une crise qui opposera le peuple à la représentation nationale. Car à ce moment-là, on ira carrément dans une dictature, et ça, dictature de je ne sais pas qui, pourquoi, et vous jouez aux apprentis sorciers. Non. La démocratie fonctionne par ses représentants. Si ça ne fonctionne pas bien, c'est bien souvent du fait des représentants eux-mêmes plutôt que du système. La Constitution de la Ve République, mais on ne va pas refaire un cours, elle ne vient pas comme ça. Elle vient après l'échec des institutions de la 4e République où les gouvernements duraient 6 mois. Bien sûr. Que le seul gouvernement qui a duré un peu longtemps, c'est Mendès France, 8 mois et demi. Et on trouvait ça fantastique. Jean-Louis, aujourd'hui dans la Constitution, le président de la République peut faire un référendum. Ce qu'a fait De Gaulle, ce qu'a fait, il y en a déjà eu pas mal. Aujourd'hui, ce que demandent les Gilets jaunes, c'est qu'un certain pourcentage d'électeurs puissent déclencher un référendum. Alors, est-ce que c'est ça qui vous semble dangereux, précisément ? Ça dépend. Comment c'est organisé ? Est-ce que ce sont des gens qui sont inscrits sur les listes électorales ? Combien faut-il de personnes pour... Combien ? Je ne sais pas, moi, il faut y réfléchir. C'est pas comme ça, au bout d'une table. Je vous dis pas, bien sûr. Troisièmement, est-ce qu'on va pouvoir faire tous les mois un référendum d'initiative populaire ? Est-ce qu'on va avoir des référendums toutes les semaines, tous les mois, en fonction de l'éruption d'un certain nombre de personnes ? Attention, ne jouons pas avec les institutions. Quand on parle du peuple, voilà, franchement, on est dans une situation de crise. On ne va pas se voiler la face. Comment est-ce que l'on sort de cette situation de crise ? Ça, c'est un autre question. Oui, mais c'est de cela dont il faut parler, du contexte dans lequel nous sommes. La stratégie du gouvernement, c'est une stratégie de pourrissement. Et donc de continuer... Je ne défends pas le gouvernement. Je sais bien, mais à continuer à alimenter la conflictualité avec une violence inouïe de la part du gouvernement et des propos qu'on entend. Où on encourage finalement la confrontation entre la population, les Gilets jaunes, et les forces de l'ordre, avec un nombre de dérapages aussi des forces de l'ordre dont il faudrait un jour parler. Donc la solution à cela, c'est pas un débat d'enfumage, c'est, selon moi, c'est soit d'entendre les revendications les plus importantes sur la question de la restauration de l'ISF ou de l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, ou la convocation d'une constituante. Moi, je voudrais, sur la question du référendum, rassurer les gens qui nous regardent, parce qu'il y a des sujets comme la peine de mort ou le mariage pour tous qui sont agités comme des chiffons rouges. Je n'ai absolument entendu sur aucun des ronds-points des Gilets jaunes réclamer ça. Les revendications, elles sont uniquement sociales et fiscales, les revendications. Et sur la question des institutions, elles sont effectivement en crise aujourd'hui, et je crois qu'il y a eu une erreur majeure qui a été faite, c'est le quinquennat, parce qu'en réalité, nous avons
aligner l'élection présidentielle et puis à la suite, il y a l'élection législative, si bien qu'aujourd'hui, la seule élection qui compte dans notre pays, c'est celle du président de la République. Et du coup, le débat se porte sur les questions de personnes, et de personnalité et de charisme. Et nous n'avons donc pas le débat de fond dont le pays aurait besoin. C'est aussi simple que ça. Simplement, je voudrais juste vous faire une précision. Vous avez critiqué le quinquennat, moi aussi. Mais je vous rappelle qu'il a été adopté par référendum. C'est vrai, mais tout à fait. Mais bien sûr. Bravo. Mais Ah, alors, bien, le dernier. bien joué. Bien sûr. Mais- Bien joué, Debray, 1 point. Mais bien sûr, Vous savez, ce sont les limites du référendum, mais je crois qu'on pourrait être dans la Ve République, revenir peut-être au septennat, mais en revanche, compléter notre Constitution par le référendum d'initiative citoyenne, et notamment pour permettre au peuple, bien soit de pouvoir être à l'initiative d'une loi, ou surtout également d'avoir le référendum révocatoire. Yann, J'en ai particulièrement assez de la capture du mot peuple par une catégorie de la population. En ce moment, on peut dire, comme ça pour aller vite, que le peuple sont les gilets jaunes. Mais en ce moment, le peuple, ce n'est pas les gilets jaunes. Le peuple, je vais vous donner un scoop. Vous savez où il habite, le peuple ? Il habite à l'Élysée. Il y a une légalité, des élections présidentielles tout à fait démocratiques, héritées de la République et de la Révolution française. Le peuple, ne vous en déplaise, est une construction symbolique, difficile, intellectuelle. Le peuple est Emmanuel Macron. Il se trouve que ce que vous appelez le peuple se sent effectivement trahi. On a l'impression tous, moi-même, qu'une fois que le président de la République est élu, il nous confisque quelque chose. Bien sûr. Mais les démocraties directes ont toujours été l'apanage, non pas de la démocratie, mais de la dictature du peuple. Qui adorait les démocraties directes ? Napoléon Ier, Napoléon III, qui ont été les inventeurs de l'ancêtre du référendum, le plébiscite. On faisait des référendums ou des plébiscites uniquement pour obtenir la possibilité d'aller plus loin encore. Le Second Empire, par exemple. Mussolini. Et on a appelé référendum quelque chose de beaucoup plus pervers et de beaucoup plus vicieux. C'était ce moment où on avait peut-être marre d'être au pouvoir, et derrière le référendum, De Gaulle, il y avait peut-être la possibilité de partir dignement. Et je rajoute une dernière chose. Moi, je vais vous répondre après. Non, mais pourquoi c'est dangereux ? La démocratie participative et locale, oui. La démocratie directe me semble très dangereuse. Pourquoi ? Car je pense que ni les gilets jaunes, ni une autre catégorie de la population n'a les moyens intellectuels, au sens pas QI, mais au sens culturel du terme, de savoir quels dossiers sont complexes. On vit dans un monde de fake news, parce qu'on parle d'oclocratie, c'est plus une trollocratie qui nous menace, de trolls, d'émotions, où on réagit à l'information de manière émotionnelle, directe et impulsive. Et des référendums qui seraient basés sur des fake news, sur l'impulsivité et sur des colères passagères, ne pourraient mener qu'au populisme dont se réclamait particulièrement Napoléon III et son grand-oncle. Moi j'ai peur d'une chose, madame, c'est de la foule et de la rue. Alors, Yann Moix, je vais répondre. Yann Moix. Non. Je vais essayer de répondre à ce que vous dites. Est-ce que le peuple n'est pas capable de trancher des grands sujets ? Bien, en 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen, qui était quand même un texte, un pavé, qui était fait justement pour qu'on n'y comprenne rien, eh bien, a permis un énorme débat dans l'ensemble de la société. On s'échangeait les arguments. Il y a eu une élévation du niveau de compréhension, une appropriation du débat politique. Et le peuple, oui, est une abstraction. Acteur politique, il devient peuple, la multitude devient peuple quand elle se saisit de sa souveraineté, de l'exercice de cette souveraineté à travers une délibération collective. C'est ce qu'il y a eu pendant la bataille sur le traité constitutionnel Quand les gilets jaunes cassent une vitrine, les gens dont la vitrine est cassée font partie du peuple, madame. Et je vais terminer. C'est le peuple des deux côtés. Je vais terminer. C'est pour ça que c'est une abstraction. Vous dites, le référendum, eh bien, c'est extrêmement dangereux parce que ça amène de la dictature. Mais ce qui est intéressant dans le référendum d'initiative citoyenne, c'est que c'est pas un monarque, un Napoléon qui décrète comment il va instrumentaliser une question. C'est que référendum d'initiative citoyenne, il peut être abrogatoire, propositionnel sur une loi, révocatoire ou convoqué à l'initiative de citoyens. Évidemment, il faut définir quel nombre pour que ce soit représentatif. Et il ne s'agit pas, encore une fois, quand on défend le référendum d'initiative citoyenne, de prétendre qu'on veut réduire les institutions et le fonctionnement démocratique à cela. Déjà, quand nous, on propose une assemblée constituante pour la 6e République, on veut aussi aborder plein d'autres débats. Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une cloclocratie où le peuple irait voter le lundi au soleil ? Il ne faut pas qu'on tombe dans une république hystérique. Il ne faut pas qu'à chaque pulsion qu'on a de dire ça ne va pas, parce qu'il y a eu un meurtre horrible, alors on va remettre en question la peine de mort, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a perdu ou qui a trompé à la bourse, je ne sais pas qui, alors on remet en question tout le système bancaire. On ne peut pas tomber dans une république hystérique. Faisons attention. Quand on reprend l'histoire des référendums, on se rend compte que les gens, le peuple, votent très peu sur la question posée et votent à chaque fois sur une question de confiance.
à la personne qui a posé la question. Et donc, pensez une seconde qu'on va faire des débats de fond. C'est une erreur fondamentale. Inversé. Et toute l'histoire le montre. Regardons notre histoire. Et voilà. Gilets jaunes, moi gilets jaunes, devant les gilets jaunes, faut danser petit. Gilets jaunes, moi gilets jaunes. Bon, au revoir, merci Daniel Simonet Merci. d'avoir été avec nous. Merci Jean-Louis, merci beaucoup. Merci Bruno, toujours très en forme. Merci, heureux de nous avoir connus. Merci à tous d'avoir été avec nous. Yann, rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est shopping. J'accueille Audrey Lamy, François Berléand et Amir. Bonsoir à tous. Alors François, vous vous êtes cassé le fémur sur un tournage pour TF1. Un porno, on peut le dire. Non, ça s'appelle Les Chamois. Hein. Oui. J'ai hésité à vous faire descendre l'escalier, mais Oui. Mais vous avez vu, j'ai quand même... je l'ai descendu la rampe, hein, quand même. Oui, on sait jamais. Alors, vous avez senti l'os craquer. Oui. Heureusement, vous aviez un casque. Oui. Sinon, vous seriez mort. Oui, ou pas. Enfin, Alors, ça fait 3 ans que vous n'êtes pas venu. J'avais peur que... Je sais pas, que vous me fassiez la gueule ou quoi. Non, ça va, il n'y a pas de problème. c'est vous qui m'avez pas invité. Non, parce que 3 ans, franchement, vous me manquiez, honnêtement. Mais c'est oui, vrai, j'adore Berléand. Vous aussi, mon cher. Oh, on a passé de bons moments ensemble. Oui, très. Magnéto, Serge. François Berléand. Est-ce que des animateurs de télé écorchent encore votre nom? Non, les animateurs de... Mais toi, oui. Les animateurs de télé, non. Combien de filles ont voulu coucher avec vous ce mois-ci? 2. La gardienne, ça compte? Et l'infirmière de la Riboisière aussi. Oui. 2. Comptez bon. Combien de mecs, François? Ah, personne déclaré. Ah ouais. Ah, il déclare pas grand-chose, hein. Escroc, c'est un escroc. Pour qu'un acteur vienne avec l'épaule cassée à la télévision le samedi soir, il faut quand même qu'il y croit, hein. Alors qu'il est en arrêt de travail, rappelez-moi. Ouais, il est en arrêt de travail. Et je suis en arrêt de travail. Oui, mais je touche. Escroc. Fausse fracture, ça s'appelle. Non, mais je touche, là, parce que maintenant... Je sais que tu touches. L'assurance maladie, c'est moi le déficit. C'est vraiment un escroc, là. Il regarde le... Tiens, François, tiens. Le pauvre, il est... Pas tombé dans le piège, c'est bien. Ah, il est génial. Pour voir s'il attrape. Et alors? Bah, on sent que ce mec est très, très entraîné, quoi. Ouais. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petite? À Marilyn Monroe quand j'étais petite. Ophélie. Attends, laisse-les deux. Non, parce qu'on s'amuse beaucoup. Ça roucoule, Il se là. passe un truc, là, faut leur la paix, là. Ouais, mais c'est quand même mal placé. Ah, regarde. Le seul coup, il a moins mal à l'épaule, je peux te dire. C'est Hein. chaud. Ouais. Excuse-moi. Mais il se touche par en dessous, hein. On le voit pas, mais il se touche. Ah bah là, je peux. La main n'a Ah rien. hein. ouais. Dis donc, ça suffit maintenant. Faut pas que tu te suicides. Hein. Non, bah non, j'ai pas tellement envie. faut pas. Bah non. Non, faut pas. Ah, quand François, il prend un cachet, regarde. Non, c'est un topal, c'est parce que j'ai pris une diantalvique et que... Toute T'as mal à la nuit, il prend un l'estomac. cachet, ça lui donne l'impression de gagner sa vie. Bichette, il a mal à l'estomac, laissez-le. Qu'est-ce que la vie vous a appris, finalement? La vie m'a appris la vie. C'est une phrase qui peut rien dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pas mal, hein? Ouais, la vie m'a pris la vie. Est-ce que vous avez menti durant cette interview? Bien sûr. Bon moment. C'est pour vous, ça. Spécial pour vous. Vous adorez cette chanson. Quand vous êtes tout seul chez vous, vous l'écoutez. Tout le temps. Il y en a une autre que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est ça.
Est-ce que vous connaissez celle-là? Je vais vous l'envoyer. Vous voulez pas que je vous l'envoie? Non. Ah, j'adore, moi. Alors, Audrey Lamy, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça marche très très bien pour vous. On en est au stade où on présente Jean Dujardin en expliquant que c'est votre ancien beau-frère. Donc c'est quand même... faut dire que ça marche, là, quand même. Hein. Après le carton de Marum, vous revenez avec un film excellent qui s'appelle Les Invisibles, de quoi la boucler à Télé Loisirs, qui se demande ce que vous êtes devenu depuis que vous avez quitté Scène de Ménage. Regardez, enfin, franchement. Vous faites du cinéma. Mais non, mais juste après Scène de Ménage, on a fait Lou Denier, Lyon et au théâtre. Moi, j'ai tourné Marum, il s'est sorti juste après. Eh ben voilà. Oh, il se passe plein de choses. Donc, tout va bien. Pourquoi il s'inquiète, Télé Loisirs? Je ne sais pas, parce qu'il nous aime. Ouais. Alors, Lou Denis, lui, il est au théâtre, hein? Exactement, tout à fait. Mais quand vous vous rencontrez, est-ce que vous engueulez pour vous rappeler les bons moments? Non, c'est que des bons moments. Non, pas du tout. Ouais. Jamais mis en couple avec lui? Non. Non, je pense... Elle a peur que sa sœur l'attaque pour plagiat, parce que... Ah. Alors, Amir, j'ai découvert... Amir. Alors, j'ai découvert en préparant cette émission, attendez, que son vrai nom est Laurent Amir Khalifa Khedider Haddad. Alors, c'est plus un nom, c'est une page de la Torah, là, quand même. Mais pourquoi pas avoir regardé Laurent? Vous trouvez ça ringard, Laurent? Non, on m'a jamais appelé Laurent. Ah ouais, bah, je c'était comprends. très simple pas... pour moi. J'ai juste, Ouais. j'utilise le prénom que j'ai toujours utilisé. Voilà, ouais, Amir. On vous a toujours appelé Amir. Toujours. Heureusement pour vous, oui. Alors, votre album s'appelle Addiction. Pourquoi heureusement pour vous? Quel est le problème avec C'est ringard, Laurent. Ah, c'est ringard, Laurent. Ah bah oui, Laurent. Ok. D'accord. Alors, votre album s'appelle Addiction. Est-ce que vous êtes toujours accro, finalement, à l'amour universel, à la paix dans le monde, au détartrage? Plus au détartrage. Au détartrage pendant l'amour. Ces thématiques sont très naïves et en même temps, je remarque que la musique peut quand même aider à les pousser et aider à les faire exister. En fait, normalement, donc, tout le monde le sait, vous auriez dû être dentiste. Vous avez dit à votre mère que vous n'étiez pas dentiste? Non, je sais pas. J'ai toujours peur, ouais. Parce qu'elle, à ses copines, elle n'a toujours pas dit que vous étiez chanteur. Hein. Absolument. Elle est très sélective sur ce qu'elle raconte de moi. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Oh, maman. J'ai les guiboles en fromage blanc. Ce qui me plaît le plus dans l'émission, c'est de passer des morceaux de musique. Ouais, parce que les invités, tu t'en branles. C'est pas que je m'en branle. Non, je te comprends, je te comprends. J'adore Salvador. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir, les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Audrey Lamy, François Berléand, Amir et Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonne année à tous. Bonne année, mon petit. Attention, jingle. Donc bonne année Thierry, bonne année à tous évidemment, et surtout une bonne année aux Français, parce que vous n'allez pas bien. Sachez-le, le moral des Français atteint son plus bas niveau depuis 4 ans selon l'INSEE, et ça se voit, le moral des Français est au plus bas. Voilà, regardez cet homme, il va pas bien, il va pas bien.
Surtout qu'on lui a donné la Légion d'honneur quand même la semaine dernière, alors qu'il aurait fallu lui donner une corde, hein, on le voit. Non mais on le voit, c'est des petits détails. On voit que les Français vont pas bien. Regardez celui-là par exemple, la Dacia Sandero, voiture préférée des Français. Oui, c'est vrai. Ça peut pas aller, vous voyez. Bon, c'est vrai que la Dacia Sandero, c'est autre chose que la vulgaire Aston Martin DB9 vert bouteille intérieure cuir crème. Mais voilà. Il y a d'autres indicateurs, hein, celui-là. Voilà, d'après un sondage, 77% des Français favorables au rétablissement de l'ISF. Ça veut dire que vraiment, il y a 77% des Français qui sont certains de ne jamais devenir riches. Oui, mais donc pas gilet jaune, évidemment. On y va avec cette première info gilet jaune en Vendée. L'entrée de la maison de la députée Patricia Galerno murée pendant la nuit. Oui, mais comme quoi, il faut pas être mauvaise langue non plus. On dit qu'il y a beaucoup de casseurs parmi les gilets jaunes, il y a aussi des bâtisseurs. Donc vous voyez, oui, bah oui. Autre info, la fédération de boxe désolidarise du boxeur suspecté d'avoir agressé un gendarme. Alors suspecté, on a vu les images, hein, m'étonnerait quand même qu'il ait tenté d'écraser un moustique sur la visière du casque du gendarme, enfin... Et suite à ça, la cagnotte de soutien du boxeur Christophe Détinger a récolté plus de 115 000 € en un seul jour. De nouveau, on critique, mais c'est la première fois depuis le début du mouvement qu'un gilet jaune arrive vraiment à augmenter son pouvoir d'achat, donc bien joué. Et d'ailleurs, je rappelle à ceux qui critiquent cette cagnotte que c'est pas la première fois dans ce pays que le financement participatif sur Internet permet de soutenir des actes d'une rare violence. Je rappelle, le premier album de Grégoire a été financé comme ça. Donc, ah si. Amir, vous pouvez pas rire des collègues, hein, mais trop tard. Hein. Passons au gouvernement qui cherche des solutions. Il a chargé notamment Chantal Joanneau d'organiser le grand débat avec les Gilets jaunes. Chantal, dont le salaire annuel est de 176 000 €, ce qui n'aide pas pour parler pouvoir d'achat. C'est comme confier l'organisation d'un karaoké dans un resto japonais à Carlos Ghosn. Il n'est pas motivé, hein, il est pas motivé. Et donc le lendemain, Chantal Joanneau, elle abandonne, elle dit voilà, le grand débat, c'est pas pour moi, mais elle garde quand même le salaire polémique de 14 666 € par mois. Donc en gros, elle va toucher la même chose pour faire moins, d'où cette réaction sur Twitter de Pénélope Fillon. Même moi, ça me choque, qu'elle a dit. Et oui, il y a un moment, c'est normal. En tout cas, on l'attend avec impatience, ce grand débat, puisqu'il y a eu une consultation en ligne et la revendication la plus votée a été l'abrogation du mariage pour tous. Alors, oh non ouais, je suis désolé pour vous, mais pas vrai. Les gilets jaunes ne sont pas au courant que c'est pas à cause des homosexuels qu'ils ont l'impression de se faire enculer. Politique, élection européenne, c'est Jordan Bardella qui a été désigné tête de liste du Rassemblement national. Il a que 23 ans. Alors à mon avis, ils ont pris par ordre d'âge le premier qui n'avait pas de casserole au cul. Donc à ce rythme-là, dans 3 ans, il désigne un CM2 à la tête du mouvement. Mais 23 ans, c'est jeune. En plus, il a un nom un peu exotique. Moi, je crois qu'au Rassemblement national, on choisit les têtes de liste comme Yann Moix choisit ses compagnes. On en est un peu là. Et... On l'embrasse. International Arabie Saoudite, les Saoudiennes seront désormais informées par texto de leur divorce. Ouais, trop souvent, en fait, les hommes divorcés sans prévenir la femme en question. Et au vu du nombre d'épouses qu'ils ont là-bas, il vaut mieux un forfait SMS illimité. Et en même temps, est-ce que c'est la bonne idée, les textos? Je sais pas, parce que je dis ça parce qu'avec la burqa, c'est pas facile quand même de lire, on voit pas bien ce qu'il y a écrit dessus. Judiciaire, c'était le procès évidemment de la semaine, le procès du cardinal Barbarin à Lyon. Alors quand on lui a appris au début de la semaine qu'il risquait une peine de 3 ans, et 3 ans même pour moi c'est jeune, et... Ouais, elle est un peu rêche, celle-là. Ouais. Je l'aime bien. C'est la rentrée. Hein. Non, mais je l'aime bien, moi. En transition, je ne peux pas faire une chronique en janvier sans parler d'eux. Charlie Hebdo dépense chaque année 1,5 million d'euros pour assurer sa sécurité. Ce n'est pas viable à terme, dit Iris. Du coup, heureusement que depuis le 7 janvier 2015, bon, ils sont moins à bosser là-bas. C'était le plan social Kouachi, quoi. Ouais, mais c'est Charlie. Et je voulais juste rappeler que la liberté d'expression, ça n'a pas de prix, au contraire de la sécurité de ces gens-là. Bravo! People, on va en Algérie où Miss Algérie est noire cette année et c'est une première et ça a provoqué un déferlement de racisme sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux vous dire que quand Éric Zemmour a appris qu'il y avait des Arabes noirs, il a fait un AVC. Cela dit, moi je dis chapeau aux Algériens parce que pour une fois lors d'une élection, ils élisent quelqu'un de vivant. Je dis chapeau. Bravo!
Ça va. Il est bon. Tout autre chose, des fèves Johnny Hallyday dans la galette des rois, c'était la nouveauté cette année, c'est sympa. Il paraît qu'il y a aussi des fèves David et Laura, mais ils les ont pas mis dans la galette, ils ont mis à côté. Ah, comme ça, ils regardent de loin leur part du gâteau. Et... People, enfin, Julien Lepers sous le coup de 2 redressements fiscaux. Oh, c'est oui, c'est oui. 2 à la suite. Oh, c'est beau, Julien. Vous partez avec l'encyclopédie en 27 volumes de l'art de se protéger l'anus en milieu carcéral. C'est oui. Allez, les brèves. Aux USA, un coureur cycliste de 90 ans contrôlé positif, Thierry. Bon, l'avantage des contrôles avec un sportif de cet âge-là, c'est que pour le prélèvement d'urine, après la course, on lui demande juste son slip. Elle est visuelle, celle-là. Oui, c'est affreux. À Brest. Faut pas se moquer des vieux. Non, pardon, autant pour moi. Je ne savais pas que vous étiez là. À Brest, le président d'une association pour aveugles avait détourné plus de 40 000 euros. Il a été condamné. Mais quand même, cette question, comment ils s'en sont rendus compte, les aveugles, qu'il y avait 40 000 euros en moins dans la caisse? On ne sait pas. Et la dernière, alors ça c'était pendant les vacances, mais je peux pas vous la lâcher. Un Breton se fait tatouer le portrait de Jean Lassalle. Quand on voit un truc comme ça, je veux dire, ça se passe en Bretagne, il se fait tatouer Jean Lassalle. Il y a 2 indices que le gars était complètement bourré. Alors apparemment ça a duré 4 heures, donc c'est à peu près 1 heure pour les contours du visage et 3 heures pour le nez. Mais voilà, ils y sont arrivés. On va passer à l'artiste de la semaine. J'ai fait tout manuellement, je suis désolé. Et chaque semaine, en 2019 encore, je propose d'aller visiter une expo artistique, découvrir un artiste. Nous allons à Vienne cette semaine et c'est un de mes préférés, un artiste contemporain autrichien, Erwin Wurm, qui expose des dessins notamment comme on va en voir un, voilà une œuvre qui prouve bien à Marlène Schiappa qu'un homme ne sait absolument pas se servir d'un aspirateur, ou encore celui-là qui est plutôt mignon, un concombre qui traverse les oreilles. A priori, la seule technique qu'ont trouvé les véganes pour avoir des boules qui 100% bio. Mais Erwin Wurm, au départ, est connu pour ses sculptures. Alors comme celle-là, que je trouve assez mignonne, que j'aime beaucoup, parce qu'on connaissait le sac à main, voilà, maintenant on connaît le sac à pied. Comme celle-là, qui est très jolie, parce qu'on connaissait la pomme de terre en chemise, voilà, maintenant on connaît la pomme de terre en pull. Et grosse exclusivité, je ne sais pas si vous connaissiez, là, c'est la maison de Kate Moss, dans laquelle il a sans doute installé les toilettes de Kate Moss aussi. Voilà, tout ça, c'est Erwin Wurm. Et celle-ci que je trouve assez mignonne, voilà, on reconnaît Tariq Ramadan en train de rappeler l'importance du port du voile, mais ce qui a fait sa renommée internationale, c'est pourquoi il est le premier dans l'art moderne, c'est ce qu'il appelle des one-minute sculptures, c'est-à-dire qu'il demande aux visiteurs de prendre des poses décrites par lui et pour être eux-mêmes la sculpture dans le musée pendant 1 minute. C'est une bonne idée, c'est assez malin. On n'a pas l'air très malin, mais on est une œuvre d'art. Mais il assume, Wurm, il dit, le ridicule ne doit pas être caché, au contraire, il faut l'exposer. Du coup, probablement que l'Olympique de Marseille, c'est une œuvre d'Erwin Wurm. Et il y en a d'autres, des rigolotes, voilà, comme ça, la tête dans le congélateur, Vie ma vie de Véronique Courgeot. Ou ici, voilà, Vie ma vie de Georges Tron. Ou ici, Vie ma vie de psychologue de Yann Moix. Vous l'embrassez de ma part. Et parfois, on peut jouer à 2. Vous voyez, c'est mignon. On reconnaît Christophe Castaner et Benjamin Griveaux, qui a plus de place dans la niche de Nemo. Et ma préférée, c'est la dernière. Ça, je sais pas comment il y arrive, le gars. Le monsieur, il s'est inséré tous ses ustensiles de bureau dans les cavités du corps. Et là, vous allez me dire, mais tiens, il n'y a pas de tube de colle. Et là, je vais vous dire, oui, mais on voit pas tous les orifices. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oh, bravo. C'était Alex Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine sur scène à Paris et dans toute la France. Et maintenant, c'est shopping. Un artiste, c'est aussi un code barre. Audrey Lamy, rebonsoir. Alors, Audrey Lamy, vous avez d'abord été... Mais si, tu sais, la gonzesse, la sœur d'Alexandra Lamy. Bon, ensuite, c'était... Mais si, tu sais, la fille qui est géniale dans Scène de ménage. Et maintenant, c'est, tu sais, l'actrice qui déchire. Voilà, c'est gentil. Quel tabac, Scène de ménage, vous n'y êtes plus.
Vous avez participé évidemment au lancement de la série. Plus de 4 millions de téléspectateurs tous les soirs, parce qu'on parle beaucoup des séries de France 3, de TF1, de France 2, mais enfin celle-là, elle est devant tout le monde. En 10 ans quand même. 10 ans, et c'est un vachement succès. intelligent de la mettre en confiance, parce que tu vas pouvoir la déglinguer derrière. Ouais, c'est ça. C'est très vicieux de sa part. Ouais. J'aime bien. C'est bien foutu. On va regarder Magnéto, Serge. Bouclé. Un peu plus léger, un peu plus fantaisiste, mais attention, ça peut faire peur. Le côté autonome, électron libre, tout ça. D'accord? Ou alors, raide. Alors, raide, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Travail, discipline, sérieux. Mais attention, il y a un côté trop rigide. Lisse. Ah oui. Alors, pour mon entretien, tu préfères lequel, toi? Celui-là. Le gauche? Non. Non, les deux restent comme ça c'est vraiment toi. Ah bon? Ouais. Comment ça, tu trouves? Bah ouais, carrément, attends. Ah ouais? Adaptabilité, créativité, initiative, ouais, ça peut le faire. Grave. Oh, carrément. Oh, merci, mon poussin. Ah ouais. Scène de ménage. Alors, j'imagine que vous n'avez jamais regretté votre départ de la série. Non, mais après, quand je vois ça, c'est vrai qu'on est un petit peu nostalgique. Ouais, c'est super, mais bon. Mais c'était le bon moment, en tout cas. Voilà. Alors, maintenant, en même temps, on comprend que vous regrettiez pas trop, parce que quand on voit ce qui vous arrive, faites un film qui s'appelle Marum, 800 000 entrées, ce qui aujourd'hui au cinéma est vachement bien. Et aujourd'hui, Les Invisibles. Alors, Les Invisibles, c'est un film sur les gens qu'on voit pas. Sauf quand ils mettent des gilets jaunes. Alors, Les Invisibles de Louis-Julien Petit, avec vous, Corinne Maziero, évidemment, qui est une star énorme sur France 3, avec Capitaine Marlowe, Noémie Lovski et Déborah Lucu-Muena. Oui. Alors, c'est en salle depuis le 9 janvier. Oui. Et allez-y, parce que c'est un film très émouvant, très fort. Le pitch, suite à une décision municipale, l'Envol, qui est un centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Et il reste 3 mois aux travailleuses sociales, dont vous et Massiero, pour tenter de réinsérer ces femmes dont elles s'occupent. Et donc, à partir de là, tout est permis, c'est-à-dire les falsifications, les mensonges. Elles vont faire des choses complètement illégales. Le piston, voilà. Elles vont chercher les compétences de ces nanas-là, parce qu'elles savent faire des choses, elles ont fait des études, des formations, elles avaient un métier avant de tomber dans la rue, et elles vont les coacher, les relooker, etc. Alors, c'est une épopée tragicomique dans laquelle, finalement, la lutte est presque plus importante que l'objectif à atteindre, l'utopie de l'objectif. C'est vraiment très bon. On est un peu dans la lignée des comédies sociales anglaises, style Full Monty ou My Beautiful Laundrette. C'est l'humour comme remède au désespoir. C'est un beau compliment. Bah, c'est vrai. Oui, c'est de se servir. Mais après, c'est l'univers de Louis Julien. Il traite souvent avec humour des sujets de société qui sont toujours un peu durs. Mais là, ça reste un film, parce que ça fait toujours peur en France de parler de comédie sociale, parce voilà, mais là c'est une comédie qui fait réfléchir, mais qui fait sourire, qui apporte des solutions et qui est positive. Et c'est surtout qu'on va aussi découvrir des comédiennes qu'on n'a jamais vues et qui sont des personnalités dingues, qui sont démentes dans le film. Alors le film a très bien démarré. Hein. Ce Louis-Julien Petit, il avait fait Discount, que j'avais vu, qui était déjà un très bon film. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. C'est 8h, pas 7h55, je sais pas pourquoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la Chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bon, les Spice Girls là, qu'est-ce que vous foutez là? Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vendredi prochain à 9h30. Catherine? Vendredi, 9h30. Ouais, je peux. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% de vos accueillis sont arrivés à se réinsérer. On ne peut pas continuer à dépenser sans résultat, on peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On repart. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais aide-soignante. Moi, j'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. Ah, c'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. Catherine? J'ai fait escorte, je me suis lancé dans la domination et là j'adore. De toute façon, ça je vais pas le noter. Hein. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Là, il faut que tu donnes ton vrai nom. On le veut, alors on le veut. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, il faut que tu nous aides un peu. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes.
Attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment, et c'est pas grave. Tu peux m'arranger un coup? Mais s'il y a quelqu'un qui vient, je sais pas moi, la police, je suis obligé de dire un truc. Je suis obligé. En même temps, il peut aussi rien se passer. Hein. Je vais rapporter des luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est pour les Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal le petit gars. T'as vu l'engin, il est bien. Génial. C'est vraiment génial. Donc, les invisibles actuellement en salle, les actrices professionnelles sont très bonnes, mais les non professionnelles, les SDF, elles sont époustouflantes. Elles sont incroyables. Celle qui dit c'est la plus moche qui a trouvé un mec, Chantal, enfin celle qui joue le rôle de Chantal. Et celle qui dit j'ai tué mon mari, on lui dit ça, il faut pas que tu le dises. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Et c'est vrai, ouais. En fait, Louis-Julien Petit avait écrit ce scénario-là. Il avait déjà écrit le personnage de Chantal, donc une femme qui a été battue quasiment à mort et qui s'est défendue et qui a tué son mari et qui a fait de la prison. Et il a rencontré Adolphe Van-Merac, donc celle qui joue Chantal, grâce à Corinne Maziro. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, il y a une caméra cachée, c'est le personnage que j'ai écrit. Donc elle a forcément mis aussi un peu de sa vérité. Alors, le réalisateur donc, a casté 150 femmes dans la rue avant de trouver celle qu'il a gardée pour le film. J'ai écouté, franchement, c'est drôle, c'est émouvant, allez-y. Alors, d'ailleurs, vous, quand vous avez lu le scénario, vous avez tout de suite appelé... Ah ouais, j'ai tout de suite appelé. En plus, j'avais un rendez-vous juste après. Enfin, je me suis dit, je vais lire le scénario, je vais aller à mon rendez-vous, je vais le finir le soir. Et j'ai pas pu m'arrêter de lire. En fait, je suis pas allée à mon rendez-vous parce que, en fait, ce qui m'a plu vraiment, c'est le sujet, mais c'est surtout de la manière dont il le traite. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, avec beaucoup d'humour, d'autodérision, et ça fait du bien d'avoir des sujets comme ça qui permettent de réfléchir en étant... C'est pas misérabiliste et c'est très important. Alors, ensuite, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé à Grenoble, pour voir comment vous bossez, vous faites à l'américaine, voilà. Bah oui, on a une responsabilité énorme, puis on a envie surtout de raconter cette histoire le mieux possible. Moi, je suis pas assistante sociale, donc le but, c'était de m'informer, de voir des documentaires, et puis d'aller dans des centres d'accueil, comme on a fait avec Louis-Julien, et puis les autres comédiennes aussi. Alors, vous avez pris un coach pendant 2 mois, et quand vous êtes arrivé, en fait, il vous a dit non, il n'y a plus de dialogue, on improvise. Ce qui est terrible. Non, mais en fait, il a une manière très particulière de travailler, c'est-à-dire que il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de lecture. Donc, du coup, je me suis pris une répétitrice pour apprendre mon texte, bosser, etc. Parce que j'étais assez angoissée quand je suis arrivée sur le tournage. Et le premier jour, première scène, j'avais un gros pavé. Il est venu me voir, il m'a dit bon, juste un truc, pas un mot de tout ce qui est écrit, c'est nul. Voilà, ce que j'ai écrit, c'est de la merde. Voilà. Donc tu me réinventes tout. Et donc, et effectivement, pour ce genre de film-là, ça fonctionne complètement. Il y a une spontanéité et une vérité, du coup, qui sort de là. Alors, vous dites, le plus difficile pour ces femmes SDF, ce n'est pas forcément le froid et la faim, mais le regard des autres. Ouais, le non-regard surtout, C'est la peur de dire bonjour, la peur de... voilà, et effectivement, quand on a les témoignages qu'on a eus de ces femmes-là, elles disaient, voilà, ce qui est terrible, c'est qu'on reste complètement invisible. Écoutez, faites un triomphe à ce film. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Bonsoir, les Terriens du samedi, heureux. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Audrey Lamy, François Berléand, Amir et Laurent Baffy. On continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Amir, rebonsoir. Et voilà, Amir, feu d'artifice. Alors, il y a quand même un problème, Amir. Je suis allé sur Google Images, j'ai tapé votre nom, et il n'y a pas une photo où vous ne sauriez pas regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous chatouille tout le temps, non?
Non, mais en même temps, quelle raison j'ai de ne pas sourire quand on prend une photo? Tu vois le blé qui prend, les gonzesses qui tirent. Mais si vous prenez des trucs, il faut nous le dire, Amir. Faut faire tourner. Hein. Alors, est-ce que c'est en réaction aux chanteurs qui font la gueule? Parce qu'ils font tous la gueule. Regardez Benjamin Biolay, j'ai jamais vu sourire. Est-ce que c'est en réaction à Benjamin Biolay? Oui, certainement, parce que je représente... non, en fait, je suis souriant par nature, mais j'ai davantage des raisons de le faire parce que je me sens extrêmement privilégié de pouvoir faire de ma passion ma vie. En réalité. Et puis le fait d'être très con, ça aide à sourire toute la journée aussi. C'est une question. Ah bien, c'est une question. Alors, essayez de me faire un grand moment de télévision. Ok. Faites-moi la gueule. Voilà. Regardez. Ouais. Pensez à The Voice. Pensez à l'Eurovision, qui sont des émissions que vous avez perdues. Ouais, c'est vrai. Il rit. Regarde ce que c'est, un maître de la gueule. Vas-y, François, fais la gueule. François, fais la gueule. Ben voilà, regarde. On a quand même affaire à un pro, hein. Alors, il y a un truc quand même qui ne doit pas vous faire marrer, c'est que vous êtes retrouvés sur une île déserte pendant une semaine avec Christine Bravo pour l'aventure Robinson sur TF1. Alors, le pire, évidemment, c'est pas de passer une semaine sur une île déserte avec Christine Bravo. Le pire, c'est de passer une semaine sur une île déserte avec Christine Bravo à jeun. Heureusement que vous êtes sourd d'une oreille, non? Heureusement, ouais. C'est vrai que je dors mieux la nuit. Ah ouais, non mais... Et qu'elle parlait, mais vous l'entendiez pas tout le temps. Non. Alors, cette histoire de Christine Bravo dans l'aventure Robinson, c'était prévu, on vous l'a annoncé une fois que vous avez signé le contrat? Non, je savais que ça allait être elle, mais je l'avais pas rencontrée avant. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, donc c'était tout aussi surprenant. Mais t'avais pas la télé? Mais il y a longtemps, il avait été jeune, il était pas né quand on faisait froufrou avec... Non, j'étais né, je regardais même. Ah bon? Et franchement, maintenant, blague à part, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Génial, j'ai eu des conversations fascinantes avec elle. Alors je suis tombé sur elle dans un avion l'autre jour, elle était juste devant moi, elle est sympa. Elle est très énergique. Non mais c'est un vol de nuit. Donc au bout d'un quart d'heure, elle s'est écroulée. Alors elle a dit en parlant de vous, on lui a demandé évidemment, est-ce qu'il y a eu quelque chose de sexuel avec Amir pendant que vous étiez sur l'île déserte? Et elle a dit que vous étiez beaucoup trop vieux pour elle. Coup de bol. Coup de bol, c'est pas Yann Moix qui aurait dit ça. Bon. Alors elle a dit également, Amir avait peur de tout, il pensait qu'une chauve-souris pouvait le tuer. Vous êtes trouillard? Ah non, elle a juste exagéré mes propos. J'ai pas eu du tout peur de tout. D'ailleurs, ça m'inquiète pas trop, les insectes, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand j'ai vu une chauve-souris près de moi 2 jours, c'est pas terrible comme... Ah bah bien sûr. C'est un truc assez angoissant, quoi. Parce qu'elle dit, moi je passe des étés dans une caravane, dans le Nevada, rien ne me fait peur. Elle dit, j'ai sucé Batman, les chauves-souris, ça me fait pas peur. Enfin, alors rajoute. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Transmission en cours. Christine, c'est Thierry. Et je voulais juste te rappeler ces moments où on s'est connus à l'époque, donc à l'époque de la Movida parisienne, et qu'on déjeunait tous les deux au Hall, et qu'ensuite je montais sur ton scooter pour que tu me raccompagnes à mon agence de pub à l'époque où tu bossais au matin. Et je me souviens de ces moments-là comme de moments de grande liberté, d'amitié, de joie, voilà. Alors, écoute, courage, je t'embrasse ma chérie, je t'aime, ciao. Ça fait 30 ans que jamais il m'a dit des choses comme ça. Je t'aime, Thierry Ardisson. Trop de pudeur, trop de... Ah, c'est violent, hein. C'est très beau, c'est mignon. Et voilà, donc, ce qu'il faut dire, la production m'a appelé en me disant, Thierry, elle va être sur une île avec Amir, il faut que tu la fasses pleurer. Donc j'ai dit, tu te souviens, l'époque du matin de Paris, tout ça a marché. Je suis très fier de moi. En fait, tu l'aimes pas, en fait. Si, même moi, personnellement, j'en ai pas marre de cette nana. J'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana. J'ai fait bien mieux avant, qualifié par maman tout le temps. Alors Amir, vous êtes ici ce soir pour la réédition de l'album Addiction, avec 14 titres inédits, et pour annoncer une tournée des Zéniths en février, et à Paris, donc le 16 mars. Voilà. Alors le double album Collector vous permet de devenir double platine. C'est-à-dire vous étiez à 100 000, vous êtes à 200 000. Vous allez faire une réédition, vous êtes à 300 000. C'est un bon coup. Alors, sur l'original, il y avait 15 titres.
Là, vous en ajoutez 14. Est-ce que vous reprenez l'album des gens qui ont acheté le premier? Oui, bien sûr. Ah bon, d'accord. Ouais. Ça, c'est commerçant. C'est commerçant. Je plaisante parce que c'est une autre approche. Je veux dire, les gens vont entendre maintenant une trentaine de chansons à la suite. Et je pense que ça raconte une nouvelle histoire, justement, parce qu'on a mis beaucoup de nouveautés, beaucoup de titres inédits. Mais alors, 14 titres bonus sur un album de 15... C'est comme si vous achetez une bagnole, on vous en donne une en bonus, quoi. C'est pareil. Non Presque. Il est content, David? David est très content. David, c'est incroyable. C'est un mec, il vendait les chaussures. Non, mais c'est vrai ou pas? Il a rencontré Amir, il a investi, il a dit ce gars-là va y arriver. David Boukobza, c'est votre producteur. Oui, c'est mon producteur jusqu'à présent. C'est un peu mon grand frère aussi. Ouais. Et c'est la rencontre la plus improbable du monde parce qu'on se connaissait sans se connaître. J'ai passé mon enfance à Sarcelles. Lui aussi vient de Sarcelles. Ouais. Et apparemment, après, je l'ai découvert à travers des photos d'enfance et tout. On était très proches à l'époque. Mais je ne savais pas que la vie allait nous faire 20 ans plus tard se recroiser. C'est une belle histoire. Quand je suis dans le besoin de quelqu'un qui me soutient et qui m'aide dans cette démarche artistique. Et je pense que peu de gens ont cru en moi autant que lui. Et c'est génial. C'est une très belle histoire. J'adore cette histoire. Alors, sur le collector, on trouve pour la première fois un morceau qui a été le tube de l'été 2018, qui s'appelle Longtemps. 28 millions de vues sur YouTube. C'est assez rare. Et vous allez l'interpréter. Allez. Des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Nos deux yeux s'éteignent. Bravo, Longtemps, Amir, extrait de l'album Addiction, double collector. Alors Amir, vous êtes un mec vraiment parfait, vous êtes fidèle à votre femme, que vous faites chanter sur l'album, comme ça toutes les minettes voient que vous êtes en main, donc déjà, vous êtes respectueux vis-à-vis de votre père, que vous faites monter sur scène pour la chanson qui lui rend hommage.
En fait, j'ai trouvé un truc, parce que j'ai cherché quand même. Vous avez fait de la prison à l'armée. Alors je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé un truc. En fait, je me suis dit, il a peut-être dealé de la coke aux jeunes recrues. Pas du tout. Vous vous êtes endormi pendant un tour de garde. Franchement, c'est rien, quoi. Mon pire crime, c'est exactement ça. Pourquoi t'avais écouté ton disque? Alors, je pense, si je peux vous donner un conseil, pour vous trashiser un peu, il faudrait peut-être que vous fassiez un clash avec Vianney à Orly. Oh là là, ça sent énorme. l'octogone, là. Un clash. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Et voilà, et maintenant on passe à l'interview d'Amir, l'interview trop sympa. Alors Amir, est-ce que vous donnez vos vieux vêtements à des associations? Oui, surtout à ma famille en fait. Ah ouais, d'accord. Avant. Est-ce que vous prêtez facilement de l'argent à vos potes? Ouais. À quel intérêt, pardon, quel est le taux pour, 10%. Est-ce que vous prêtez votre voiture à votre beau-frère? J'ai pas de voiture. Pas de beau-frère? Non, si, j'ai un beau-frère, mais j'ai pas de voiture. Est-ce que vous gardez les enfants de vos proches pour leur faire plaisir? J'ai pas de patience. Ah, d'accord. Pas de voiture, pas de patience, pas de beau-frère. Est-ce que vous aidez les gens si vous voyez quelqu'un qui a un pneu crevé, par exemple? Est-ce que vous allez l'aider? J'ai déjà tenté, mais ça a mis plus de temps parce que je... Le mec, il a rien, quoi. C'est que sa gueule, quoi. Je sais pas, on essaye. Est-ce que vous aidez les aveugles à traverser la rue? Oui. Pas d'aveugles. Et je te jure que c'est bizarre, mais quand je vois une personne âgée, même si elle veut pas traverser la rue... Laurent l'a fait avec un aveugle, on s'en souvient. Est-ce que vous aidez les vieilles dames à ramasser les crottes de leurs chiens? Non. Non. Et tes crottes à toi? Est-ce que vous demandez un doggy bag? Bravo, d'ailleurs. Qui t'es embarqué dans un truc, Amir, là. Est-ce que vous demandez un doggy bag au resto pour le donner à des SDF? Non, mais je pourrais demander un doggy bag pour prendre ce que j'ai pas terminé de manger, parce que je hais le gaspillage alimentaire. Bah ça, c'est un garçon exemplaire. Non, c'est pas ça. Tu vois comme t'es loin de lui, François, quand même. Toi qui es une merde. Est-ce que si un proche vous le demandait, vous feriez comme Richard Berry, vous lui donneriez un rein? Bah oui, bah évidemment. La santé avant tout, la famille avant tout. Vous en resterez un. Alors que Méline, dis à Amir combien tu as de reins. 3. C'est pas vrai. Ouais. Et t'en as pas filé? Mais ils sont fonctionnels, les 3? Ah ouais. Incroyable. Combien de fois par jour tu pisses? Est-ce que vous avez toujours une bonne blague à raconter pour détendre l'atmosphère? T'as vu comme je parle lentement? Ouais. Le temps que je termine la blague, ils vont perdre l'envie de rire. Mais tu connais une blague, Amir? Je connais une blague. J'en connais plein. Vas-y, fais-en une. Allez, ok. On va essayer. Vas-y. 2 secondes, ça va venir. On est mardi, déjà. Ok. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit au barman, je voudrais un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tout le bar. Ouais. Bon, le gars, il est content, il fait la tournée de tout le monde. À la fin, il lui dit de régler tant. Il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, quoi, t'as pas d'argent? Non, j'ai pas d'argent. Bon, il commence à lui rentrer dedans, violemment. Le mec s'en est pris plein la gueule, il a évidemment pas payé, il est parti. La semaine d'après, il revient et il dit la même chose, je veux un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tous les clients dans le bar. Alors, t'as le barman qui se dit, bon, il a pris sa leçon, à mon avis, maintenant, il s'est redressé. Il fait la même chose, il sert. À la fin, il dit, l'addition s'étend. Il dit, désolé, j'ai rien. Le mec, là, il en peut plus, il est rageux, il lui explose le crâne. Le mec, il va 1 mois à l'hôpital, 1 mois de convalescence. Il retourne encore une fois au bar en chaise roulante. Il dit, maintenant, je veux un verre pour moi et un verre pour tous les clients. Alors le barman, il dit, mais moi, tu m'invites plus cette fois-ci? Il dit, non, toi, quand tu bois, tu deviens violent. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, ça va, ça va. On continue le shopping. François Berléand, rebonsoir. Bravo! Bravo! Alors François, vous avez quitté le 9-3? Oui. Vous n'allez plus au casino rue Jean-Lelive? Bah, j'y vais une fois tous les 4 mois. Ah ouais, pourquoi? Parce que pour saluer les caissières. Ah, pour saluer les caissières, oui. Pour décharger. Ouais. Mais alors,
Dans vos bouteilles de vin, elles sont où maintenant? Chez moi, là, et puis dans une cave blindée. Blindée, bah oui, parce que... Comme toi. Là, il faut faire attention, hein, il faut faire attention. Je vous dis ça à cause des gilets jaunes. Hein. Ça va avec les gilets jaunes? Vous avez été le premier people à soutenir Emmanuel Macron. Oui. Vous étiez à la Rotonde à cette époque-là. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle. Emmanuel. C'était la bonne époque, ce jingle, on l'a passé pendant... Tu te souviens? Bon, alors, à l'époque, est-ce que ça vous a pas inquiété, finalement, François Berléand, d'avoir les mêmes opinions politiques que Bernard Montiel? Il était à la Rotonde aussi. Il était à la Rotonde aussi, oui, je me souviens plus. Ça vous a pas inquiété, vous n'êtes pas dit, tiens... Non, mais il y avait Pierre Arditi qui était oui, là aussi, bien sûr, voilà, et tout le monde. il y avait Stéphane Bern. On était très peu, hein, on était 4. Il y avait Benalla, c'est convivial. Alors maintenant, passons à l'artiste. Oui. Vous êtes ici ce soir pour une pièce de théâtre intitulée « Encore un instant ». Alors l'affiche est super. C'est incroyable, dans l'affiche de théâtre en ce moment, il y a un retour au vintage. C'est-à-dire que beaucoup d'affiches de théâtre ont un côté 50, 60. C'est très bien, l'affiche. Oui, elle est jolie, oui. Je parle de l'affiche parce que la pièce n'a pas commencé. Non, hein. la pièce n'a pas commencé. Donc on ne peut pas passer d'extrait. C'est une pièce de Fabrice Roger-Lacan, mise en scène par le grand Bernard Murat. C'est bien sûr au Théâtre Édouard VII. Alors dans le casting, il y a vous et Michel Larocque, qu'on salue. Oui. Lionel Abelansky et Vinnie Dargaud. Voilà. Alors je vais faire le pitch le plus brièvement possible. Après 30 ans de mariage, vous êtes toujours très amoureux l'un de l'autre avec Michel Larocque. Mais vous, en fait, vous êtes mort et il n'y a qu'elle qui vous voit et qui vous entend. Voilà. Magnifique pitch. J'adore ce genre de pitch. C'est vrai que c'est très très drôle, mais surtout c'est que les deux autres, Lionel Abelansky et Vinnie Dargaud, sont amoureux d'elle. Michel Larocque, dans la pièce, s'appelle Suzanne. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. Alors, ça commence le 29 janvier. Hein. Oui, tout à fait. On va regarder le teaser quand même, magnéto, Serge. Encore un instant, la joyeuse comédie de Fabrice Roger-Lacan, mise en scène par Bernard Murat, avec Michel Larocque, François Berléand, Lionel Abelansky et Vinnie Dargaud. Ah mais rentrez, je suis avec mon metteur en scène. Eh oui. Encore un instant, au Théâtre Édouard VII à partir du 29 janvier. On sera là. C'est prometteur. Oui. Alors Michel Larocque vient de recevoir la Légion d'honneur. Oui. C'est parce qu'elle a accepté de jouer avec vous. Oui, absolument, tout à fait. Et c'est moi qui vais lui en mettre. Ouais. Ah bon? Oui, parce que je l'ai aussi. Ah ouais? Non. Je l'ai eu avant, oui. Oh putain, laisse tomber, vous avez la Il y a Légion que nous d'honneur. qui ne l'avons pas, Thierry. Hein. Non, mais il voulait me la donner. Il y a un mec qui voulait me la donner, puis ils l'ont refusé. Ah bon? Moi, personne n'a voulu me la donner, moi j'ai accepté. C'est très bizarre. Est-ce que vous avez eu du mal à entrer dans le rôle de François Barouin? Non, je joue un metteur en scène et un réalisateur. Ah ouais. En aucun cas un homme politique. D'accord. Donc voilà. Ouais, d'accord. Elle vous demande des Mais conseils. en même temps, on a les mêmes initiales. Alors, le 29, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas... On a les mêmes initiales. Oui, j'ai suivi. Oui. Non, mais parce que... Il va mieux hein, avec son nouveau Ouais, il traitement. va mieux. Est-ce que vous avez déjà le trac? Oui. Ah ouais, déjà maintenant? Oui. Parce que le texte, c'est toujours le texte. Mais je croyais que depuis que vous étiez avec Alexia, le trac, ça allait mieux, que vous étiez moins sensible à tout ça. Si, je fais toujours le trac. Toujours le Quoi trac? qu'il arrive, j'ai toujours le trac. Malgré les jumelles, malgré Alexia, malgré les années. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours ouais, le trac, ouais. ouais. Non, mais c'est incroyable, parce qu'à une époque, là où il est incroyable, Berléand, c'est qu'il avait tellement de trac que l'après-midi, il appelait le théâtre en disant « il y a une alerte à la bombe ». C'est vrai, hein? C'est vrai, oui, c'est vrai. On peut plus le faire maintenant parce que... Parce que maintenant, c'est vrai. Alors, en 2008, je vous ai interviewé pour votre autobiographie intitulée « Le fils de l'homme invisible ». Vous vous souvenez? Oui. Et vous racontiez dans ce bouquin que pendant 2 ans, vous aviez cru que vous étiez invisible, hein, réellement. Et dans la pièce à Édouard VII, donc, vous êtes invisible. C'est quand même... Est-ce que ça vous a fait replonger dans cette névrose? Non, du tout. Non, mais ce qui est drôle, c'est que les partenaires, là, nous sommes en répétition, c'est que les partenaires jouent le fait de ne pas me voir. Ouais. Et c'est vrai que c'est très rigolo parce qu'ils ne me regardent jamais. Il n'y a Ouais. que Michel qui me regarde. C'est infernal, non? Oui, c'est assez difficile. Mais François, c'est un truc que tu as accepté à la lecture, ça Oui, pourquoi? Non, c'est pour savoir si...
Attention. Donc, maintenant, c'est le début de l'année, on est d'accord? Oui. C'est le moment de prendre de bonnes résolutions. On va faire une interview. Bonne résolution. Est-ce que, pour cette année 2019, vous avez pris la bonne résolution, François Berléand, de perdre quelques kilos? Oui. Ah, j'ai pris cette résolution du 26 décembre au 31. Oui. J'ai perdu. Ouais, ah ben. J'ai perdu 2,5 kg. C'est pas mal, que voyez. j'ai repris. De 20. Mais du 31 à maintenant. Je vais refaire Encore un une régime, petite, ouais. un petit régime, la semaine prochaine, une semaine avant de jouer. Voilà, ah bah oui. C'est important d'arriver sur scène Voilà, et de pouvoir, se sentir un peu plus ouais, bouger. alerte. Ouais. Est-ce que vous avez pris la bonne résolution de ne plus jamais faire de sport? Oui, Ah, bah ça y voilà. est, ça c'est bonne fait. résolution. Ça c'est fait. De boire plus de vin peut-être? Ouais, non, pas trop. Non, justement, de boire un peu moins de. Justement, j'ai pris la résolution de boire un petit peu moins de vin. Oui. Ah ouais? Bah oui, parce que là, j'ai dents maintenant. Ah ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre toubib, sérieux? Il vous inquiète, hein? Non? Est-ce que vous avez les artères bouchées? Non, mais dites-moi. Non, alors je n'ai pas d'artère bouchée. Ah, mais ça, c'est bien. Oui, je n'ai pas d'artère bouchée. Qu'est-ce que tu as dit, l'anus? Non, non plus. Non, tout va bien. Tout va bien de ce côté-là. Oui. Non, j'ai pas de problème Vous avez pas cardiaque, de j'ai pas de problème, en fait. cholestérol. Mais c'est vachement- vous avez rien, en fait. J'ai que le fémur. Ah, mais le fémur, c'est réparé maintenant. Bah, c'est réparé, j'ai une vis, un machin, j'ai mal. Ah, vous avez une vis? Ouais, ouais. Là, quand vous avez fait l'escalier, c'était Bah, incroyable. c'est pour ça. Oui, mais je fais attention. Ah, ouais, vous le faites bien, Et ta l'escalier. poche, c'est pratique? Oui, c'est bien. Est-ce que vous avez pris la bonne résolution de plus jamais jouer dans une suite du transporteur? Oui, ça s'est fait. Ça, c'est sûr. Oui, Ah c'est ouais? sûr. Oui, je ne ferai plus. Est-ce que vous avez pris la bonne résolution de faire une vasectomie? Ce serait bien, ça. Non, ça, je ne le ferai jamais. Ah, t'as encore envie de construire? Oui. T'as encore des projets d'avenir? On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut Bah, les arriver. jumelles, vous aviez quel âge quand vous les avez eues? 73, non? Non. 56. 56, il faut être gonflé pour faire un enfant à oui. 56 ans. Hein. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'à un moment, ça fait des orphelins, comme disait Gainsbourg. Bah oui, bah et alors? Tu vois, tant que la bite marche, lui, il est Et c'est un bourrin, lui, hein? Ah oui. Alors, on s'est réfléchi à est-ce ce que genre de vous avez choses. pris la bonne résolution d'aimer vos deux jumelles autant l'une que l'autre? Ah non. Non, ça je peux pas. Quelle horreur! Ah oui, non, il y en a Quelle horreur! Il y en a toujours une que Je j'aime plus sais. que l'autre. Ah oui, c'est- Mais il dit c'est pas obligatoire. laquelle. Celle que j'aime le sait. Ah oui. Je lui ai dit de ne pas dire à l'autre. Ouais, c'est ça, Ah, si oui. elle le dit à Si l'autre. tu dis pareil aux deux, ça va. Ouais, non, il le dit qu'à une. Ah bah non. Est-ce que vous avez pris la bonne résolution de ne plus jamais faire de ski? Oui, ça c'est fini. Ah ouais, parce que là, franchement, Alors ça, non. c'est Il est sur le terminé. tournage des Chamois, il y a les petites qui viennent, et un dimanche, il dit, bon, bah, on va faire du ski tous ensemble. Enfin, c'était sympa au départ, et puis voilà. Et puis comment c'est... Ah, bon, bah, c'était il y a un gosse qui déboule devant vous, Ouais. ce connard, il déboule devant vous. Toi, tu le suis, l'habitude? C'était une fille, elle avait 24 ans. Est-ce que vous avez pris la bonne résolution de venir me voir plus souvent dans mon émission? Oui. Ah. Et maintenant, vous l'avez sur le bout de la langue, hein, c'est le blind test. Ce soir, un blind test, les premiers métiers, en hommage à Amir qui a failli être dentiste. Alors le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui a marqué un but. Ou qui s'est fait un claquage. Voilà. On va regarder vos prédécesseurs, c'est le top 7. Magnéto Serge. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous gagnez. Bon, attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonnez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on commence. Musique. I want to spend my life
Stones. Berléand, les Stones. Mick Jagger, donc, puisque c'est l'idée des métiers qu'il faisait avant. Mick Jagger a été porteur de bagages dans un hôpital psychiatrique. Donc, Berléand, un point, d'accord. Attention, musique. Gainsbourg, là, il est là. Voilà, il est là. Alors voilà, Gainsbourg qui était pion et qui donnait des cours dans un établissement scolaire. Il donnait des cours de peinture, en fait, Serge Gainsbourg. Il voulait être peintre. Attention, musique. Tais-toi. Elton John. Ah oui. Enfin, Amir. Elton. Elton John. Oui, ah oui. Elton John, qui jeune travaillait à l'orifice du tourisme. Non. Il était... C'est ce qu'il a dit, Elton John. Elton John, un jour, il passait en avion au-dessus des Alpes. Et il a dit, quand je vole au-dessus des Alpes, je pense à toute la cocaïne que je me suis envoyée. C'est quand même génial. Non, il était coursier dans une maison de disques. Attention, musique. La boîte. La voile. Elle a les yeux. Ça, mon vieux. Rien à foutre, non. Il connaît au départ, Marc Lavoine, qui était ouvreur à l'Olympia. Là, c'est... Alors, je vais mettre un truc de ton âge. Ah, oula, à mon avis, tu devrais trouver, quand même. Musique. Jennifer Lopez. Jenny from the Block, elle était assistante juridique. Elle a mieux fait de faire chanteuse. Laurent, laisse jouer les invités. Musique. Robbie Williams, ça c'est Robbie Williams. Il était vendeur de fenêtres. Wow. De fenêtres. Il n'y en a pas deux. Où tu es, mon bébé? Je suis puni, Bon, non, mais reviens, mais... Reviens. Attention, comme il y a eu tricherie, je fais un super banco. Laurent. Attends, je suis super concentré. Extérieur, totalement. Ah non, mais vraiment, elle était extérieure. Non, là, elle est extérieure. Laurent, voilà. Bon, attention. Est-ce qu'on est prêt? Attention. Est-ce qu'on est prêt? Musique. Mais oui. Ah, qui a répondu? Moi. Instant replay. Mais oui. On me dit que c'est François Berléand qui a répondu. Donc, mon cher François Berléand, compte tenu de l'état de votre fémur, je vais vous demander de... Voilà. Simplement, vous allez... Imaginez que vous soyez un joueur de foot qui s'est cassé le fémur. Attends, est-ce que le brancard est prêt? Oui. T'as marqué un but. Attention, musique. Faut y aller, Audrey, t'es obligé. Je l'ai vu. Non, il faut pas ça au début.
Terriens du samedi avec Audrey Lamy, François Berléand, Amir et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45 pour Les Terriens du dimanche avec Frédéric Salman et Sébastien Chenu. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.